maladie de Parkinson et syndrome parkinsonien. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que la maladie de Parkinson est l'étiologie la plus fréquente du syndrome parkinsonien. C'est une maladie chronique et progressive. En fait, quand on parle de syndrome, on parle d'un ensemble de symptômes. Et le syndrome parkinsonien, c'est un syndrome extra-pyramidal. En fait, quand je dis syndrome extra-pyramidal est égal syndrome parkinsonien, et c'est un trouble moteur qui est caractérisé par les trois signes majeurs ou cardinaux. Dans le premier signe, c'est l'akinésie ou bien, c'est-à-dire le ralentissement. C'est un trouble à l'initiation des mouvements. Deuxièmement, c'est un tremblement de repos, et j'insiste sur le mot de repos. Et on a l'hypertonie ou ce qu'on appelle aussi la rigidité. Ces signes-là vont engendrer des troubles de la posture. Donc, syndrome parkinsonien, au fait, si je veux parler un peu de la physiopathologie, c'est dû à quoi? C'est dû à l'atteinte de la voie nigrostriée. Quand je dis nigrostriée, nigro c'est par rapport au locus niger, qui se retrouve au niveau du mésencéphale du tronc cérébral, et on a strié par rapport à strial, c'est le noyau codé. Vous savez qu'on a le noyau codé juste à côté le noyau lenticulaire. Et le noyau codé, il est divisé en deux. On a le putamen et le striatum. Et quand on dit strié, c'est striatal par rapport au striatum qui est une partie du noyau codé. Très bien. Donc on a compris que la voie nigrostriale ou nigrostriée, c'est une voie qui travaille avec le neurotransmetteur qui est la dopamine. Donc ici, vous avez le système pyramidal. Donc pour faire le mouvement, il y a des voies qui facilitent, qui stimulent certaines voies et inhibent d'autres voies pour avoir un mouvement qu'on appelle harmonieux. Dans le syndrome parkinsonien, donc, il y a une atteinte dopaminergique. Donc, le syndrome parkinsonien témoigne d'une atteinte dopaminergique nigrostriée. Donc, vous avez bien sûr un corps cellulaire et des axones. Et donc là, il y a un blocage de récepteurs. On pourrait avoir un blocage de récepteurs d'origine médicamenteuse, et donc là, ce n'est pas la maladie de Parkinson, c'est juste médicamenteux. Pour la maladie de Parkinson, c'est une maladie dégénérative, ok? Donc c'est une maladie dégénérative comme on a dit. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a une dégénérescence, un manque de cellules nerveuses au niveau du locus niger qui touche 1% de la population mondiale qui d'un âge plus de 60 ans. C'est entre 58 et 62 ans pour être plus précise. L'âge de survenue, c'est la soixantaine, ce n'est pas à l'âge jeune. C'est ce que vous devez retenir. Après, rarement, elle peut survenir avant 45 ans. On les appelle des formes précoces. Carrément, avant 20 ans, c'est les formes juvéniles. Mais l'âge moyen de début, c'est environ de 60 ans. Il y a les deux sexes qui sont touchés. Il n'y a pas de prédominance nette. Toutes les ethnies. Et ce n'est pas comme la sclérose en plaques, par exemple. Il y a un gradient nord-sud. Donc retenez juste ça pour l'épidémiologie et on est bien. Pour les causes de la maladie, donc il y a la mort des cellules au niveau du locus niger, comme on a dit, de la voie dopaminergique. C'est une voie neuronale pardon. Et donc, il pourrait y avoir nombreuses causes, notamment infectieuses, bactériennes, virales. On dit qu'il y a une association, il y a l'hypothèse du triant. Bref, il y a des hypothèses génétiques. Génétique, c'est des cas sporadiques, un seul cas dans la famille, mais 10% des cas, on a prouvé qu'il y a une mutation génétique, autosomique récessive ou autosomique dominante. Il y a une prédisposition génétique. Mais on a aussi les facteurs environnementaux, notamment toxiques, parmi les substances neurotoxiques qui traversent la barrière hémato-encéphalitique. Donc on a l'héroïne, c'est une substance neurotoxique qui peut donner un syndrome parkinsonien, car elle contient, donc l'héroïne contient la substance ML, PTP. MPTP, c'est une substance toxique qu'on retrouve notamment aussi dans les herbicides, les pesticides, euh, etc. Donc, dans les pays développés, elle est considérée comme une maladie professionnelle quand c'est ceux qui travaillent dans les herbicides et les pesticides et tout. Voilà. Voilà, donc peut-être quand quelqu'un qui habite en rural ou en urbain, s'il habite en urbain,
Donc là, s'il consomme des légumes et tout et qu'il tombe malade, c'est pas professionnel, mais peut-être c'est les légumes et les fruits qu'on consomme qui sont pleins de pesticides et d'herbicides, qui sait. Donc voilà, faut savoir juste que l'étiologie elle est vraiment mal connue. Il y a des facteurs environnementaux et génétiques qui sont dans l'hypothèse. Donc si ça commence avant 45 ans, il faut faire l'étude génétique pour le savoir. Hum, voilà, donc voilà, on va chercher le gène Parkin gène. Ce n'est pas une maladie génétique au sens propre, elle est sporadique, elle est multifactorielle. C'est l'accumulation aussi de fer, on a parlé de ça. Tous ces facteurs donc engendrent la mort cellulaire neuronale. Au début, il n'y a pas de signes cliniques. Exemple, quand on perd 20% des cellules du locus nucléaire, il n'y a pas de signe clinique. Si le patient a des signes cliniques, c'est-à-dire qu'il a perdu 75% de ses neurones. C'est une information très très importante. C'est que quand le patient perd 75% de ses neurones au niveau du locus nucléaire que la clinique apparaît. S'il perd 30%, on n'aura pas de clinique. La mort neuronale précède la clinique de plus de 75% au niveau de la substance noire riche en mélanine au niveau du tronc cérébral. Sur le plan histologique, en post-mortem, donc vous avez la substance noire. Sur le plan macroscopique, c'est des cellules neuronales. Quand il y a les signes, il perd 75%. Il y a quelques-unes juste qui restent. Si on agrandit, on va voir la cellule, les noyaux qui restent, il y a des inclusions à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les corps de Lewy. C'est des bons marqueurs, on les trouve dans d'autres pathologies, mais ils ne sont pas pathognomoniques. D'ailleurs, on a la maladie à corps de Lewy qu'il faut différencier de la maladie de Parkinson. Donc, pour dire qu'on ne fait pas le diagnostic avec. Le diagnostic de la maladie de Parkinson est clinique, ce n'est pas avec l'imagerie ou autre. Le début, les manifestations cliniques. Le début, les maladies dégénératives, il faut savoir qu'elles commencent progressivement. Elles ont un début lent, insidieux, et on a la triade. Le début, il faut savoir qu'il est unilatéral, surtout au niveau des membres supérieurs ou membres inférieurs. Soit ça débute par un tremblement, soit ça peut débuter sans tremblement. C'est-à-dire, le malade devient lent. C'est l'akinétorigide. Il devient akinétorigide. Aussi, on a l'écriture micrographique. On a des aspects trompeurs. Le malade vient pour des symptômes qui ne sont pas la triade. Parmi les signes qui peuvent précéder la triade, c'est la dépression. Pourquoi? Car la dopamine intervient dans le circuit de plaisir de Papez, ce qu'on appelle le circuit de Papez. Là, donc quand on a la perte de plaisir, voire l'apathie, il y a la perte de motivation, de projet. Et donc, voilà, c'est la dépression, il faut y penser à la maladie de Parkinson. La constipation chronique, parce que les plaques digestives neuronales utilisent la dopamine. L'anosmie, la perte de l'odorat, et parfois des douleurs de l'épaule. Quand il y a l'hypertonie unilatérale, ça peut engendrer de la douleur au niveau de l'épaule. C'est des douleurs pseudo-rhumatismales. Cette hypertonie peut donner une tendinite. Donc, c'est des douleurs pseudo-rhumatismales. On peut avoir aussi des troubles neurovégétatifs. Pourquoi? Car il y a il y a ce qu'on appelle la voie dopaminergique qui est touchée. Mais il y a d'autres voies aussi qui sont touchées. La voie sérotonergique, celle de la sérotonine. C'est-à-dire les noyaux de la maladie, c'est les noyaux dopaminergiques. Mais en parallèle, d'autres voies seront touchées. Ça donne des troubles du sommeil. Parce que tout fonctionne un peu en même temps. Il n'y a pas une voie qui fonctionne comme ça seule. Donc quand une voie diminue ou ne fonctionne pas, l'autre sera automatiquement touchée. Donc le diagnostic, comme on a dit, c'est la triade. Donc ces signes précèdent la triade, c'est rétrospectif. Le seul symptôme où il faut penser Parkinson dans ces signes, c'est quand le patient fait une dépression. Il ne répond pas aux antidépresseurs, d'autant plus qu'il y a des traitements de la dépression qui peuvent donner un syndrome parkinsonien. Mais durant la phase d'état, c'est la triade. Pas obligatoirement, on a les 3 signes, oui. Il y a des patients, par exemple, qui n'ont pas de tremblement, qui restent akinétorigides, etc. Donc, on commence par le tremblement. Donc, on a le tremblement en premier lieu. Parmi ces
caractéristique, c'est un tremblement de repos, c'est-à-dire les muscles sont au repos, ils ne sont pas contractés. C'est le relâchement musculaire, c'est les muscles qui sont au repos. Les membres supérieurs, c'est en distal, pas en proximal. C'est comme ça que ça commence. Les membres supérieurs, soit c'est poignet ou pouce index et ou poignet. Soit poignet, pouce index ou bien poignet, pouce et index. Ça peut commencer par les membres inférieurs. Ok, c'est un tremblement ou bien la mâchoire inférieure, mais pas la tête. Jamais la tête. Donc les membres supérieurs distales unilatérales, c'est unilatéral, c'est lent, il y a des oscillations 4 à 6 cycles par seconde, des mouvements rythmiques, réguliers, avec une faible amplitude qui sont petits. Donc si je résume, c'est des tremblements surtout des membres supérieurs distales, unilatéral, rythmique, régulier, lent et pas ample. Pour ce qui est de l'akinésie, c'est le plus important, c'est le plus constant. Donc ça mime le geste le fait de compter la monnaie, soit au niveau du poignet, donc pronation, supination, ou bien le pouce et l'index, flexion, extension, généralement les deux. Tous mouvements anormaux donc sont exagérés par l'émotion quand il est stressé dans une fête, beaucoup de monde autour, ça disparaît lors des mouvements et à la position debout. Comment on va le détecter? On va demander au patient de s'asseoir, de mettre les mains sur les accoudoirs. Au début, ça peut être très discret, donc il faut faire le calcul et soustraction, ça demande donc ça stresse et ça peut déclencher le tremblement. Ou faire marcher le malade. Ses bras sont détendus. Donc quand on dit détendus, donc ils sont au repos, donc on peut avoir le tremblement à la marche. Et puis pour la kinésie, donc c'est des mouvements absents. Donc c'est une réduction de la motricité volontaire. Le malade devient ralenti dans tous ses gestes. Il prend tout ce qui est automatique. Il perd tout ce qui est automatique, comme la mimique, la gesticulation, il n'a pas de grimace, n'a pas d'expression, son visage est inexpressif. La kinésie, c'est un trouble de l'initiation du mouvement, c'est-à-dire si le malade programme dans sa tête un mouvement entre la programmation et le mouvement lui-même, il y a un retard. C'est-à-dire, on demande au patient de faire un aller-retour jusqu'à la porte et dès qu'il entend notre claquement de doigts, on lui claque, il se retourne sur place. Mais là, ça prend du temps pour qu'il se retourne. C'est ça pour que vous sachiez et vous compreniez réellement ce qu'est la kinésie. Et puis, on a aussi l'hypertonie ou bien la rigidité. Tout d'abord, je vais parler de l'hypokinésie et de la bradykinésie. Parce que là, on a parlé de la kinésie, mais on n'a pas parlé de ça avant de parler du troisième. Si, donc pour l'hypokinésie et la bradykinésie, c'est quoi en fait la différence? C'est que l'hypokinésie, c'est l'amplitude. Au lieu de faire des pas normaux, le malade va faire des pas petits. C'est une démarche à petits pas. Et la bradykinésie, c'est la vitesse. C'est petit et lent, lentement. Quand je dis bradykinésie, c'est lentement et hypokinésie, c'est les petits pas. Donc c'est une diminution de la vitesse et de l'amplitude, c'est unilatéral d'un seul côté, donc normal de l'autre côté et c'est lent et c'est petit. Aussi l'écriture, on a dit qu'elle devient micrographique, ça on l'a déjà expliqué. Pas de mouvement spontané, d'expression, de gesticulation, etc. Il y a une perte aussi de la balance, du balancement, je vais dire, du bras d'un côté, puisque c'est unilatéral quand il marche. Ça donne une lenteur. Même la voix, la tonalité, elle est réduite. Il y a de l'hypophonie qu'on l'appelle. Et on a aussi la monophonie, c'est qu'il n'articule pas très bien les mots. Et puis le troisième et dernier signe, on va dire, c'est la rigidité ou l'hypertonie plastique. Contrairement au syndrome pyramidal, on aura une hypertonie spastique. Donc là, quand c'est extra-pyramidal, quand c'est parkinsonien, c'est l'hypertonie plastique. Ok, là, plus on augmente la vitesse d'étirement, plus il y a une résistance en aile de canif. Par contre, là c'est le pyramidal, c'est spastique. Donc quand je dis spastique, plus j'augmente la vitesse d'étirement, plus il y a une résistance, c'est en lame de canif. Par contre, dans le Parkinson, dans le plastique,
elle est homogène. C'est la même résistance continue en tuyau de plomb ou en roue dentée. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire là, le malade, il résiste, il se relâche. 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 Ça, c'est le plastique. C'est l'extra-pyramidal. C'est le Parkinson. Et dans le pyramidal, dans le spastique, la résistance, elle augmente avec la vitesse d'étirement. Par contre, dans le Parkinson, elle résiste puis relâche, résiste, relâche, résiste, relâche, résiste, relâche. Donc la manœuvre de Formant, on peut la faire. La manœuvre de Formant, nous, on lui fait un geste à gauche, lui, il le fait à droite. Et l'hypertonie, il faut savoir qu'elle prédomine sur les fléchisseurs. Quand on fait le geste à gauche et que lui, il le fait à droite, il le fait avec un mouvement plastique. Donc, il résiste puis il relâche. Il résiste puis il relâche en roue dentée. En roue dentée. Très bien. Donc, l'hypertonie, j'ai dit qu'elle prédomine sur les fléchisseurs. Voilà. Donc, comme j'ai dit, donc, les genoux, ils vont être semi-fléchis, les coudes en flexion. Donc, c'est l'attitude en flexion. Il est semi-fléchi. Et aussi, il y a des troubles de la marche et de la posture. Donc, il peut faire les chutes car la position debout, c'est grâce au tonus musculaire. Donc là, lui, il a des troubles de la marche. Donc, il peut chuter. On a aussi le freezing. Le freezing, c'est le piétinement. C'est un signe qui apparaît après, pas au début. Il peut être déclenché par des obstacles virtuels qui le font piétiner sur place. C'est des troubles visuospatials. Et donc, on a dit c'est unilatéral au début, oui. Si 2 ans, 4 ans après, donc ça se bilatéralise, mais ça reste toujours asymétrique. Ça reste toujours asymétrique. Si ça commence à droite, après 5 ans, la droite c'est toujours plus fréquent de ce côté et les signes prédominent du côté où ils ont commencé. C'est avec ces signes moteurs qu'on fait le diagnostic. C'est très important de retenir que ça commence d'un seul côté, mais si le patient vient après 4 ans, après 2 ans, ça peut se bilatéraliser. Et puisque vous allez trouver que les signes sont bilatéraux, vous pouvez vous dire que ce n'est pas un Parkinson, mais non, vous devez pas faire ça. Vous devez pas faire cette faute vu que vous m'avez entendu, vous avez vu cette vidéo, vous avez fait ce cours. Donc, vous devez faire la différence. C'est toujours asymétrique. Donc, le côté où il a débuté, c'est toujours plus prononcé de ce côté-là. Et voilà, vous voyez cette asymétrie qui vous oriente vraiment. En parallèle, pardon, vous avez des signes non moteurs. Ok. Vous avez des signes non moteurs quand on fait le diagnostic. Donc, c'est-à-dire ce n'est pas la motricité, mais c'est des signes neurovégétatifs, la constipation, la dépression. Les signes neurovégétatifs, c'est en relation avec l'atteinte d'autres voies adrénergiques, comme j'ai dit, sérotonergique, la sérotonine, cholinergique, acétylcholine. Donc le malade, il peut faire une hypersialorée, une hypersalivation, de la sueur, l'hypotension orthostatique, etc. L'évolution, il faut savoir qu'elle se fait donc en plusieurs phases. Dans la phase de début, le diagnostic, c'est 3 à 5 ans. Le malade est bien. Donc dans 3 à 5 ans, le malade est bien, il répond bien aux médicaments, il est stabilisé, on donne de la dopamine, c'est symptomatique, il ne va pas le faire en fait guérir, c'est pas la guérison, mais il va améliorer les signes. C'est pas la guérison car c'est une maladie où les neurones vont mourir. Donc dans le temps, le malade perd ses neurones, c'est pourquoi il va s'aggraver. Ok. Donc il y a après 15 ans ou plus, ça prend du temps. Voilà, ça reste autonome. Et donc il reste quand même autonome. Mais puis il y a des complications. Le malade il ne répond plus au traitement. Il y a 2 types de complications. Là, il y a les périodes off, ok, ce qu'on appelle les périodes off, donc où il est lent, puis il se bloque dans le temps. Donc en temps, en fait, c'est dû à la maladie ou parfois la dopamine qui peut donner des mouvements. Celle qu'on donne, la dopamine là, de traitement, quand on le donne, les récepteurs ils vont agir d'une façon paradoxale, exagérée. Et ça peut faire des mouvements, c'est dû à l'effet du traitement, c'est ce qu'on appelle la dyskinésie. Il peut faire des troubles de la mémoire aussi, il peut devenir alité sur le plan, voilà. Il peut aussi devenir alité. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Sur le plan diagnostic positif, ok. Donc,
Diagnostic positif, les examens paracliniques, l'IRM, le scanner, donc c'est une dégénérescence, on voit rien. On peut juste trouver de l'atrophie qui est, on va dire, aspécifique, ok? Voilà, donc l'IRM n'aide pas au diagnostic. Quand est-ce qu'on fait une IRM donc cérébrale? Quand il y a un tableau atypique, symétrique, ou c'est un syndrome parkinsonien, mais il a d'autres signes. Donc là, on fait une IRM pour chercher notre étiologie. Parce que le Parkinson, il n'y a pas d'autres signes. Il y a l'étude génétique, quand c'est l'âge jeune, quand il y a les signes atypiques. Donc là, âge jeune, on fait étude génétique et IRM, et signes atypiques, on fait l'IRM. Le scanner, pour les calcifications en fait. Quand il y a un syndrome parkinsonien bilatéral, vous avez une calcification des noyaux gris. Vous avez la calcification des noyaux gris. Donc c'est l'hyperparathyroïdie ou le Parkinson. Donc là, on peut faire un scanner pour chercher les calcifications. Après, pour le traitement, le malade a un défaut en neurotransmetteur, donc c'est la dopamine. Donc, faut savoir que la dopamine, si on la donne dopamine, elle ne va pas traverser la barrière hémato-encéphalitique. Donc on doit la donner sous forme de livrogine, ce qu'on appelle la L-dopa, la L-livrogine. C'est elle qui va traverser la barrière hémato-encéphalique. C'est une enzyme qui inhibe la dégradation de la dopamine. Ok, la L-dopa. Donc on rajoute, on va donner la L-dopa, c'est-à-dire c'est la dopamine sous forme de L-dopa, plus on va donner une enzyme qui va inhiber la dégradation de la dopamine en périphérie. L'exemple de benzirazide ou carbidopa. Carbidopa, c'est des enzymes anti-décarboxylase pour que la L-dopa qu'on donne, qui va traverser la barrière hémato-encéphalitique, ne soit pas dégradée avant d'arriver au striatum. Pour que le traitement arrive au cerveau, tout simplement, on donne une enzyme qui inhibe la décarboxylase et la L-dopa qui va traverser la barrière hémato-encéphalitique. Et la L-dopa n'est que de la dopamine qui traverse la barrière hémato-encéphalitique sous forme de L-dopa. On donne 3 fois ou 4 fois par jour selon la réponse, sous forme de gélules de comprimés. Et il faut savoir qu'on a des effets secondaires périphériques, c'est les troubles digestifs, les nausées, les vomissements. Donc, il faut faire une augmentation progressive de la dose. Deuxième trouble qu'on pourrait avoir, c'est des effets centraux. Chez les personnes de plus de 70 ans, on pourra avoir des hallucinations, des confusions, donc il faut trouver la dose qui l'arrange. À long terme, comme j'ai dit, il peut donner des dyskinésies. Ok, on a déjà dit, on a parlé de ça. Voilà, par excès de dopamine qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut donner comme deuxième traitement à part la dopamine? On peut donner un agoniste dopaminergique qui va donner le même effet. C'est pas antagoniste, mais agoniste, celui qui va donner le même effet. Les agonistes, il y a en comprimé, il y a en patch, il y a même des stylos injecteurs comme l'insuline. Donc les agonistes, ils peuvent donner des troubles digestifs comme la L-dopa, mais ne peuvent pas donner des dyskinésies. Ces mouvements anormaux là, c'est pour ça que c'est chez un sujet âgé chez un sujet avant 70 ans, vaut mieux commencer par l'agoniste à long terme. Plus de 70 ans, là, on ne donne pas l'agoniste car il donne de la confusion. Plus que le L-dopa. Si L-dopa donne la confusion, alors là, l'agoniste chez une personne âgée, il donne plus de confusion. Donc, on ne donne pas l'agoniste chez le sujet âgé, c'est plus le sujet jeune. Très bien. Et quand c'est un sujet jeune, on donne l'agoniste. Quand c'est un sujet âgé, on donne L-dopa petite dose. C'est bon, on est d'accord. Après, est-ce qu'on peut utiliser un autre système? Oui. Il y a 2 enzymes au fait qui dégradent la dopamine. Elle la récupère pour la synthèse. Ok, on peut les utiliser. On donne les inhibiteurs de ces enzymes pour améliorer la biodisponibilité tout simplement. C'est un reprotecteur, on le donne avant L-dopa tout simplement. On a aussi les anticholinergiques. S'il y a le tremblement, les mouvements là, s'il y a des troubles de la mémoire et tout, sauf s'il ne répond pas, donc on le donne. On donne les anticholinergiques. La rééducation bien sûr, la dépression, la maladie, hein, pas le traitement. Sinon, on pourrait carrément donner un traitement chirurgical. Donc là, le traitement chirurgical, la dépression,
C'est la chirurgie fonctionnelle. C'est une puce au niveau des noyaux gris centraux qui vont faire la stimulation cérébrale profonde. C'est la pulsation électrique. Voilà, il faut changer. Et voilà, c'est un peu compliqué. Pour le deuxième chapitre, je vais passer rapidement, c'est les autres syndromes parkinsoniens. Donc, on a parlé, oui, de la maladie de Parkinson, qui est la plus fréquente des syndromes parkinsoniens, mais il y en a d'autres syndromes parkinsoniens. Parmi eux, on a des syndromes, donc tout ce qui est vasculaire, donc c'est-à-dire l'artériosclérose peut donner un syndrome parkinsonien. Iatrogène, comme j'ai dit, les neuroleptiques, les médicaments, donc ceux qui vont bloquer les récepteurs à la dopamine, peuvent donner aussi un syndrome parkinsonien. Ça peut être post-encéphalitique, oui, toxique, oui, l'intoxication par exemple au CO, oui. La calcification des noyaux gris centraux comme l'hyperparathyroïdie qui peut la donner d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le scanner pour voir les calcifications. Quoi encore? Les maladies neurodégénératives primaires. Oui, ça peut donner aussi un syndrome parkinsonien. L'atrophie multisystématisée, c'est la AMS. C'est un syndrome parkinsonien, mais là, il est asymétrique. Donc, comme le Parkinson d'ailleurs, il est asymétrique, mais là, on va trouver un syndrome cérébelleux avec une irritation pyramidale, une dysautonomie précoce et tout. Voilà, on a la paralysie supranucléaire progressive, la PSP aussi, là elle est symétrique, elle est axiale, des troubles cognitifs précoces et tout. Après, on a aussi la dégénération corticobasale, là c'est des cours que vous allez faire tous ces cours-là un par un, la démence à corps de Louis. Hum, Là vous avez des hallucinations spontanées, c'est précoce, la démence là elle est précoce. Y a ici, c'est un point très important, il y a une sensibilité aux neuroleptiques. Ça, une hypersensibilité aux neuroleptiques, ça il faut le souligner. Après, si on a des syndromes parkinsoniens héréditaires, eh ben oui, comme la maladie de Wilson qui est l'accumulation du cuivre, qui peut donner d'ailleurs au niveau de l'œil l'anneau de Kleiser-Fischer en vert. Donc elle est rare, elle est due à la mutation du gène ATPB7 sur le chromosome 7, c'est pas important, c'est l'accumulation du cuivre. Oui, elle peut donc, voilà, elle peut intéresser plusieurs organes, parmi eux le cerveau, le etc. Voilà, donc les signes cliniques cardinaux. Voilà, vous pouvez avoir une atteinte hépatique, des troubles psychiatriques dans ce cas, etc. Donc là, il faut faire un bilan de cuivre. La celluloplasmine, c'est la protéine qui transporte le cuivre. La cuprémie, c'est les réserves en cuivre. Cuivre urinaire, l'IRM cérébral, test génétique, etc. Oui, l'examen ophtalmologique, comme j'ai dit, la recherche d'anneaux de Kaiser-Fleischer. Voilà, tout ça. Après, là, bien sûr, on va donner les chelateurs de cuivre pour la maladie de Wilson, bien sûr. Et au fait, le seul traitement curatif, c'est la transplantation hépatique aussi, dans certains cas, quand on doit la faire. Voilà, c'est tout pour ce cours et merci.